But this guy, I'm sorry, Vitinha plays a different sport. It's not the same football you know, when you control the tempo and the rhythm of the game, that has to count for something. People always talk about people that can do step-overs and stuff like that and win the game, and I understand that. But Vitinha, the way he controls the game and defends and it's a different sport. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Rafinha, Mohamed Salah. Depuis des semaines, ces noms reviennent partout. Dans les débats, dans les médias, dans les prédictions. Qui va soulever le Ballon d'Or 2025? Mais il y a un nom que personne ne cite et pourtant, il a fait une saison monstrueuse. Il est là chaque semaine à régaler, à dominer, à porter son équipe. Tu vois de qui je parle, c'est Vitinha. Oui, je sais, t'as levé le sourcil. Mais demande-toi un truc. Pourquoi le suit en personne le joueur le plus exigeant de la planète football l'a mis sur sa shortlist du Ballon d'Or? Et c'est pas le seul. Thierry Henry aussi le voit Ballon d'Or. Alors je me suis dit, il y a un truc. Il y a un joueur qu'on regarde mais qu'on voit pas. Et aujourd'hui, je vais te prouver que Vitinha mérite le Ballon d'Or 2025. Et pas juste parce qu'il est bon, mais parce qu'il a tout coché. Les stats, les trophées, le jeu, la mentalité et une saison 2025 que t'as pas encore réalisé. Alors voici pourquoi Vitinha mérite ce Ballon d'Or 2025. Mais avant d'analyser sa saison 2025, faut d'abord comprendre d'où il vient. Parce que l'histoire de Vitinha, elle commence bien loin des projecteurs. Il est né le 13 février 2000 à Santo Tirso, pas loin de Porto au Portugal. Vitor Machado Ferreira, qu'on appelle Vitinha parce que c'est plus court et que c'est moins chiant à dire. Vitinha, il a baigné dans le football dès gamin parce que son père, Vitor Manuel Latruel, il était milieu de terrain professionnel où il a joué pour des clubs locaux modestes. Il a jamais vraiment percé au haut niveau, mais ça restait sa profession. Et comme tout gamin, c'était le modèle de Vitinha. Ce lien familial avec le football l'a incontestablement influencé. À 11 ans, il rejoint la prestigieuse académie du FC Porto et sa progression est fulgurante. Grâce notamment à sa vision de jeu, forcément son talent passe pas inaperçu auprès des autres clubs européens. C'est Wolverhampton qu'il repère en premier et qu'il recrute en prêt pour la saison 2020-2021. Avant même son arrivée, ce club était réputé pour avoir beaucoup de joueurs portugais. Donc on se disait que Vitinha allait s'immerger dans ce club facilement. Ils parlaient tous carrail. Pour son passage en Angleterre, il fera 22 apparitions. Malheureusement, il ne s'imposera pas car il sera titularisé seulement 5 fois. Mais même s'il ne s'est pas imposé, il a acquis une expérience qui valait de l'or. Dans le meilleur championnat du monde, Wolverhampton avait une option d'achat de 20 millions d'euros. Mais vu qu'il s'est pas imposé au club, logiquement, ils l'ont laissé partir à Porto. Mais je pense qu'ils doivent le regretter aujourd'hui. Parce que pour 20 millions d'euros, c'était gratuit. Donc pour la saison 2021-2022, Vitinha, il se back à Porto. La bande s'imposant pas, ce qu'il avait appris, c'est qu'il avait du talent, mais il n'avait pas encore le niveau pour la première ligue. Fallait y aller step by step en commençant à s'imposer à Porto. À Porto, il devient le titulaire indiscutable où il sera l'un des joueurs clés du doublé en gagnant la Coupe du Portugal et le championnat du Portugal. Il gagnera aussi cette année-là le prix du meilleur jeune joueur de la Ligue du Portugal. Sa capacité à dicter le jeu, combinée à sa ténacité défensive, fait de lui l'un des talents les plus brillants du Portugal. Et il a tapé à l'œil d'un des meilleurs recruteurs portugais du monde. Ce recruteur, c'est Luis Campos, qui est le directeur sportif du PSG. Donc en 2022, il arrive au PSG pour la somme de 41,5 millions d'euros. Un choix qui n'était pas trop compréhensible pour les supporters parisiens parce qu'ils ne le connaissaient pas encore. Et pour eux, on aurait pu s'offrir un autre milieu plus connu pour cette somme. Mais dès sa première saison, sous les ordres de Galtier, il met tout le monde d'accord. Il fera 47 apparitions et même si sa saison est exceptionnelle statistiquement, collectivement, tout, dans les vestiaires, ça se passe pas aussi bien. Parce qu'il y a deux relous qui ont un ego comme ça qu'ils bisutaient. Vitinha, il était vu comme un jeune joueur qui était pas encore au niveau de l'équipe du PSG pour certains. Pourtant, pour l'entraîneur et les supporters, sa place de titulaire était indiscutable. Il était hyper complémentaire à Marco Verratti et son adaptation, c'était pareil que Kvara. C'était hyper rapide. Sauf que sa relation avec Messi et Neymar est extrêmement compliquée. Il y a notamment un incident qui a éclaté l'entraînement où le Neymar, il était furieux contre lui parce que pour Neymar, c'était à cause de lui que le PSG avait perdu 3-1 face à Monaco. Et le petit Messi, il soutenait Neymar. C'est vrai que c'était facile de s'en prendre aux petits jeunes. Ils se remettaient pas en question, les deux gros égos là. Pour eux, Vitinha affaiblissait l'équipe. Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sauf que quelques mois plus tard, quand c'était l'heure du mercato, Vitinha, il est resté. Et c'est à qui que le PSG a ouvert grand la porte pour qu'il parte du club? C'est Messi qui est parti, Verratti et Neymar qu'ils ont vendu bien cher, même s'ils voulaient rester. Grâce à ces trois relous partis, Vitinha a enfin pu montrer son plein potentiel sans que personne l'embête. Lors de sa deuxième saison, il domina le milieu avec Fabian Ruiz. Le PSG désormais avait un jeu plus fluide. Sa deuxième saison était encore plus incroyable que sa première, où il avait fini en demi-finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Mais la confirmation, c'est lors de la saison 2024-2025, qui peut faire de lui le Ballon d'Or 2025. Et les raisons, elles sont nombreuses. Pour clarifier mon propos,
pot, on va déjà regarder c'est quoi les critères pour gagner le Ballon d'Or. Alors primo, il y a les performances et les accomplissements collectifs. Deuxio, il y a les performances individuelles. Et tertio, il y a le fair play. Et c'est à cause de ce critère que Vinicius l'a pas gagné en 2024. Donc je vais vous décortiquer chaque point pour vous montrer pourquoi c'est lui l'élu. Bon, performance collective, que dire? Le PSG a tout gagné ce qu'ils ont joué. Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions. Et là, ils sont en train de jouer la Coupe du Monde des clubs au moment où je vous fais cette vidéo. Et c'est les grands favoris. Ils ont commencé leur premier match avec 4-0 face à l'Atlético, quoi. Et côté sélection, il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Alors oui, c'est un trophée de match amical, ça a quand même un petit peu de valeur. Un trophée que Dembouz et Yamal ont joué, mais qu'ils n'ont pas gagné. Donc pour le premier critère, il est à 100%. Pour le fair play, pareil. Vitinha, c'était pas Verratti. Quand il faisait une faute, il se taisait. Il a toujours été hyper respectueux envers les supporters, envers les adversaires, envers les médias et même les arbitres. On n'a jamais entendu parler de lui niveau polémique. Et même sur le terrain, il a été hyper discipliné parce qu'il a pris qu'un carton. Pour un milieu, c'est énorme. Et c'était seulement avec le Portugal face au Danemark. Avec le PSG, il en a reçu aucun. Ça, c'est incroyable. Et pour le critère le plus important, les performances individuelles, c'est le meilleur, la liste est longue. C'est le cœur du PSG et du Portugal. En Ligue des Champions, il est dans le top 5 des milieux avec le plus de dribbles réussis. C'est le milieu qui a créé le plus d'occasions dans la compétition. Il est le meilleur passeur en Ligue des Champions. Il a fait quand même 300 passes qui étaient toutes magnifiques avec un taux de 93% de passes réussies. C'est tout simplement un maestro. Et si on regarde le jeu de Luis Enrique, tout passe par Vitinha. Même avec le Portugal, tout passe par lui. C'est pour ça que je dis c'est le cœur de l'équipe. Son importance, elle est inestimable. Et pour vous montrer à quel point, regardons le match Portugal-Allemagne où le Portugal a galéré. Vitinha est rentré en jeu, tout était plus facile. Il a stabilisé le milieu, où il a permis de libérer les attaquants pour qu'ils se projettent. Et c'est là qu'ils les ont battus. Et je vous parle seulement des statistiques de la Ligue des Champions. Je compare aux meilleurs, parce qu'en Ligue 1, il était au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas débat, c'était le meilleur milieu de terrain. C'était trop facile pour lui, championnat français. Sans manquer de respect à notre Ligue 1. Il a fait plus de 2200 passes, avec un taux de réussite de presque 94%. C'est l'un des meilleurs dribbleurs, aussi en Ligue 1. Même dans le vestiaire, il est hyper important. En huitième de finale, quand ils avaient perdu 1-0 au Parc des Princes chez eux, Vitinha, il le savait qu'ils allaient les battre, même si personne n'y croyait. Il avait le mindset. Et je pense que quand Marquinhos partira du PSG, c'est lui qui prendra le brassard, pas Hakimi. En tout cas, ça jouera entre lui et Hakimi. C'est le milieu qui a été le plus titré en tant qu'homme du match en Ligue des Champions. Lors du premier match de la Coupe du Monde des clubs, il a déjà été élu homme du match face à l'Atlético et il a gagné plus de trophées que Modric en 2018 et Rodri en 2024. Donc voici mes arguments pourquoi pour moi Vitinha mérite le Ballon d'Or. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. N'hésitez pas à débattre. Je suis ouvert à la discussion. C'était Tibbs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et commenter. Maestro, seuls les vrais comprendront.